inviter Frédéric Caméo, qui est administrateur de la Grèce, pour nous faire un petit peu… Je vais faire très rapidement. Donc, je suis Frédéric Caméo, je suis administrateur de la CRES. Je représente le mouvement associatif au sein de la CRES. Et sinon, professionnellement, je travaille à BGE, qui est une association de création d'entreprise, de formation et de bilan de compétences. Je laisse Loïc Blanc se présenter peut-être un tout petit peu et enchaîner un tout petit peu sur les leviers d'action actuellement et comment en fait des citoyens peuvent se réapproprier en fait de ces outils de production énergétique. Loïc Blanc. Je coordonne la coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Enercop Midi-Pyrénées. Il y a quelques slides pour présenter rapidement, pour poser le décor, mais qui est un mouvement qui existe depuis maintenant plus de presque 20 ans, on arrive bientôt aux 20 ans. Donc vraiment un mouvement, plus qu'une organisation de structuration, un mouvement de citoyens qui ont décidé de prendre en main la question énergétique. Alors, il y a plus de 20 ans, effectivement, ces questions-là ne se posaient pas, puisqu'on a une certaine, comme on dit, on aime bien dire chez nous, on a 40 ans de culture atomique. C'est-à-dire 40 ans de j'appuie sur un interrupteur, j'ai de la lumière, j'éteins, j'allume quand je veux et tout va bien. Et en plus, c'est pas cher. Et en plus, je ne m'intéresse pas trop aux conséquences politiques, sociales, environnementales que cela peut avoir, puisque de toute façon, on ne m'a jamais rien expliqué de comment tout cela fonctionnait à l'école, si ce n'est qu'il y avait un petit zébulon qui se baladait, des centrales nucléaires et des grands barrages hydrauliques vers chez moi et que tout allait bien. En gros, c'est un peu la culture énergétique dans laquelle on est il y a plus de 20 ans et dans laquelle on est beaucoup encore aujourd'hui. Sauf, depuis quelques temps. Donc, pourquoi il y a 20 ans, ce mouvement s'est créé? Parce qu'il y a eu un effet européen qui est la libéralisation du marché de l'énergie, qui était avant un monopole public d'après-guerre. Donc, pour refaire l'histoire, c'est que l'énergie n'est pas née avec le nucléaire et la centralisation par l'État, elle est née bien avant-guerre par justement une multitude de petites organisations, notamment des privés, des collectivités, qui ont mis notamment des moulins à eau sur la rivière et qui ont commencé à électrifier la France comme ça. Ce n'est que par l'effet de la guerre qu'il y a eu une centralisation à un moment donné et un programme électronucléaire qui n'a jamais été mis en débat public. Donc, Enercop, rapidement, s'est créé effectivement lorsqu'il y a eu ces directives européennes et l'application des directives européennes en 2005-2007. La première Enercop a été créée à Paris parce qu'on est quand même dans un pays très jacobin et que tout se passe à Paris. Donc, il faut être très des centres de pouvoir pour pouvoir peser un peu. Donc, Enercop Paris a été créé à ce moment-là en tant que fournisseur d'électricité, puisque le marché s'est ouvert, un monopole d'État qui se casse. Par contre, avec une structuration un peu bizarre à l'époque, puisque c'est une société commerciale, droit du commerce, mais qui va s'appliquer le code des lois coopératives, et notamment des SIC, qui, à l'époque, est un statut juridique très, très récent, puisqu'on fête à peine les 20 ans de ce statut juridique. Donc, en fait, c'est une des premières SIC en France à s'être créée. Donc, d'aller sur un nouveau marché avec un statut juridique nouveau, moderne, j'allais dire, et qui a ensuite essaimé jusqu'à maintenant 11 coopératives. Donc, Enercop, en fait, c'est un mouvement de 11 coopératives d'intérêt collectif qui sont toutes juridiquement, financièrement indépendantes, avec leur propre gouvernance, leur propre modèle économique, etc., mais qui sont interdépendantes d'un point de vue, évidemment, politique et économique aussi. Alors, et Enercop Midi-Pyrénées, elle, a été créée en 2015, donc pratiquement 10 ans plus tard. Toutes les coopératives du réseau sont agréées ESUS, donc vous connaissez sans doute la signification. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 3000 entreprises qui sont agréées ESUS, et il y en a 11 Enercop. Et en même temps, je crois que je ne sais plus, après je pourrais me dire, il y a combien de SIC en France? Il y en a 3000 aussi, non, à peu près, ou 2000 et quelques. Bon, on verra après. Juste pour dire que du coup, une SIC, c'est quoi? C'est que la spécificité, c'est que donc, le capital est réparti par ce qu'on appelle le multisociétariat, donc une pluralité d'acteurs qui n'ont pas forcément des intérêts
communs, qui peuvent être même contradictoires. Je prends le truc le plus caricatural. Je suis consommateur, je veux payer le moins cher mon service. Je suis producteur, je veux vendre le plus cher mon service. Bah là, en fait, on va se mettre autour de la table et on va essayer de faire la chose la plus intelligente possible. Sur le principe d'une gouvernance, une personne, une voix. On peut peut-être passer le slide, pardon. Il y en avait 1000 en 2020. Donc, 1000 en vous êtes 2020. encore plus exceptionnel que tu ne le dis. Donc, sur le principe d'une gouvernance, une personne, une voix, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le capital est décorrélé de la gouvernance. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, bah voilà, on le met bien en garant souvent, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire majoritaire, pas de dividendes, et on appartient en fait aux salariés, puisqu'on est une coopérative, mais à toutes les parties prenantes qui vont former cette coopérative. Donc, on a des valeurs très fortes, qui sont la coopération, le commerce équitable, le circuit court et une forte exigence écologique. Donc ça, en fait, c'est dans l'ADN des NERCOP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est ce que essaient de faire notamment les entreprises à mission, les labels Bicorp et tout la RSE, j'allais dire des gros mots, mais des entreprises dominantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, chez nous, c'est normal. Donc, on ne tend pas à aller vers, on est. Voilà, on l'incarne. Notre écosystème, c'est NERCOP, c'est un mouvement, mais ça s'inscrit dans une logique un peu plus globale. Donc là, je vous ai présenté un petit écosystème. On a notamment Énergie Partagée, qui est tout notamment un outil d'investissement qui va aller collecter de l'épargne citoyenne pour aller investir dans des outils productifs qui sont maîtrisés par les citoyens. On a Énergie Solidaire, qui va être plutôt dans un fonds de dotation qui va lutter contre la précarité énergétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en 2022, 69% des ménages en France ont eu une action pour réduire leur consommation énergétique, non pas faire des économies, c'est que de toute façon, ils n'auraient pas pu payer. Alors que c'était 33% 2 ans avant. Okay, voilà. Et les licornes, donc ça, c'est un collectif de 9 coopératives, de 9 SIC en France, qui investissent tous les champs, que ce soit la mobilité, les télécoms, l'énergie, la finance, avec une logique qui est de se dire en fait que les services de première nécessité, on peut très bien en fait les porter d'une manière autre que la profitabilité pour la poche des actionnaires, mais plutôt pour un intérêt collectif et commun. Donc voilà un peu l'écosystème. Je passe rapidement ensuite, j'ai mis beaucoup de slides, mais je vais aller vite. Bon, rapidement, le NERCOP, on intervient sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, la production d'énergie, la vente de cette énergie, l'accompagnement pour des collectifs citoyens, des collectivités, des professionnels sur comment gérer les nouveaux usages de production et de consommation d'énergie, parce que tout ça a beaucoup bougé. On a beaucoup innové, nous, sur ce qu'on appelle les circuits courts et tout ce qu'on appelle l'autoconsommation. Voilà, on fait aussi de la formation pour diffuser et partager nos connaissances. Voilà, rapidement, le NERCOP, c'est 61 000 sociétaires. Je me demandais combien il y avait de SIC, parce qu'en fait, on est le plus gros réseau de SIC en France. Il y a à peu près 110 000 sociétaires de SIC en France, et il y en a 61 000 qui sont affiliés au réseau NERCOP. Donc, ça vous montre un peu la puissance du mouvement, puisque ce sont les principaux financeurs, en fait, de nos structures. Bon, voilà, on peut passer rapidement, mais on a à peu près 220, 230 salariés. Alors, de quoi parle-t-on? On parle effectivement de crise énergétique. Et là, vous avez un petit tableau qui part de 2002, tout à fait à gauche. C'est le prix de l'énergie, là, que vous avez, le prix de l'électricité, pardon, sur le marché de gros en France, de 2002 à octobre 2022. Donc, nous, on ne parle pas de crise énergétique, on parle de rupture. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas à cette petite ligne qui était malgré tout linéaire. Pourtant, elle avait pas mal de soubresauts entre 2002 et fin 2021. Et vous voyez bien ce qui s'est passé, parce que là, on n'est même pas encore en janvier 2023. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est produit, on pourra voir les raisons, mais tout simplement pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est passager. Je peux passer, on va expliquer pourquoi rapidement il y a eu tout un coup ce gap. Donc là, on est juste fin 2021, parce que cette rupture énergétique n'est pas née en 2022, elle débute déjà en fait en 2021, voire plutôt au printemps-été 2021, pour différentes raisons. La reprise économique post-Covid, donc allez hop, vous vous souvenez, tout le monde est à l'arrêt, et après on va penser le monde d'après, et ce qui se passe, c'est que le monde d'après, c'est celui d'avant, et on repart, et on consomme, et on renvoie des avions, etc. Donc il y a une très forte demande énergétique, parce qu'on a besoin d'énergie en fait, pour
produire, se déplacer, etc. Donc, on a déjà des soubresauts parce que, avec le Covid, tout est un peu été mis à mal dans les chaînes logistiques, les chaînes de production, etc. Et puis, on a une crise géopolitique inattendue. Donc, déjà, vous voyez qu'en décembre 2021, le prix de l'énergie, il a déjà pratiquement doublé. Hein. Donc, à l'été, en fait, 2021, il y a déjà des alertes, même aux politiques, qui sont données en disant, attention, là, il y a des signaux, il va falloir se préparer parce que il se passe des choses. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Ukraine. Crise en Ukraine, donc une géopolitique que personne s'y attendait. Bon, voilà, et donc, impact sur le gaz. Je reviendrai après pourquoi le gaz impacte en fait le prix. Et puis on voit que, alors je ne sais plus, il y a une réduction de 40% de livraison voilà, de gaz, et on voit que ça monte, et que tout ça, en fait, jusqu'à l'été, on atteint un pic qui redescend un petit peu, mais qui va remonter ensuite, parce que là, vous n'avez pas la fin de l'année. Ce qu'il faut ajouter à ça, à savoir donc reprise économique très très forte, crise géopolitique avec des tensions sur de l'énergie fossile, gaz, pourquoi ça impacte le prix de l'électricité, on va voir juste après. Mais surtout, on a aussi d'autres tensions qui ne sont pas notifiées ici, parce que ça, c'est issu notamment de RTE, qui est le gestionnaire du réseau au niveau national. C'est qu'on a aussi des aléas climatiques. Et en 2022, on a eu très peu de pluie. Très peu de pluie. Et je vais vous faire un petit rapport avec ce qui se passe maintenant, là. Et donc, les aléas climatiques ont été forts, en fait. On a eu un hiver, quand même, 2021 qui était plus fort que 2022. On a eu très peu de puissance hydraulique parce qu'il y a eu une sécheresse. Et on est encore en sécheresse. Il faut bien avoir ça en tête. Et on peut passer sur la chose d'après. Qu'est-ce qui fait penser qu'on est sur une rupture? C'est qu'en plus, on a un système complètement hors sol. Alors ça, c'est pour vous expliquer un peu c'est quoi le prix du marché de l'électricité. Vous avez dans chaque bloc une typologie d'énergie. Donc, vous voyez que les premiers... donc, le rectangle, sa forme globale, c'est la demande. D'accord? Et puis, vous avez à gauche le prix. Et vous voyez que ce qu'on appelle en premier, c'est les moyens de production, évidemment, les moins chers sur le marché. Donc, ce qui veut dire, j'ai besoin d'énergie, je vais appeler les moins chers. C'est quoi? C'est les énergies renouvelables. Tiens, c'est curieux parce qu'on nous dit que les énergies renouvelables, c'est très cher, donc on ne comprend pas trop. Hein. Mais c'est quand même l'éolien, le solaire, la biomasse, c'est moins cher. Mais ils ne produisent pas assez, en tout cas, parce qu'ils ne sont pas assez développés. Autre chose qu'on n'a pas dit sur le schéma d'avant, qui a fait qu'il y a eu cette tension, à la reprise de la consommation, à la crise liée au gaz, donc géopolitique, et à l'aléa climatique, est arrivée sur la fin d'année une indisponibilité du parc nucléaire français de 50%, alors qu'elle était prévue plutôt à hauteur de 20%, parce qu'il y a eu des effets de corrosion, de patati patata, vous avez entendu. Donc, comme ça fournit quand même 80%, par rapport à 70%, on va dire, de notre énergie en France, on était un peu en mal. Et il y a un autre point que je viens d'oublier, mais qui va me revenir. Oui, c'est qu'on n'a pas mis en place les capacités d'énergie renouvelable qui étaient prévues. D'ailleurs, on vient de faire une loi d'accélération, qui est en fait plutôt une loi de rattrapage des objectifs qu'on n'avait pas tenus de la précédente loi qui datait de 2015. D'accord? Il faut être clair, en fait, avec ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on appelle les moyens de production renouvelable les moins chers, mais ils ne sont pas suffisants. Parce que de toute façon, on n'a pas installé ce qu'il fallait installer. On n'a toujours pas installé. Donc après, on appelle le nucléaire. Sauf que le nucléaire, normalement, il aurait dû arriver, alors en noir, c'est le charbon. Il aurait dû arriver pratiquement au charbon. Sauf que il n'a pas prévu, il n'a pas pu produire ce qu'il a produit, le nucléaire. Il ne produit pas encore ce qu'il doit produire. Donc, on va appeler ensuite l'hydraulique, qui est en bleu. Alors, on ne le met pas dans le renouvelable parce que l'hydraulique, il est un peu plus pilotable. Il y a d'autres enjeux, notamment de biodiversité. L'usage de l'eau, il n'est pas que pour l'énergie. Donc, il y a des étayages, des fleuves, etc. Gestion des étiages, voilà. Et donc, après, vous avez le noir, c'est le charbon, et le gris, c'est le gaz. Alors, normalement, le gaz devrait venir avant le charbon. Sauf que on n'est pas assez de charbon en Europe à ce moment-là, donc on a dû aller chercher du gaz. Et le gaz, le problème, c'est qu'il n'y en a pas non plus, puisque Poutine il a tout arrêté. Donc, on allait chercher beaucoup de gaz ailleurs, ce qui fait qu'on a augmenté notre quantité de gaz. Et pourquoi le prix du marché se trouve au niveau du gaz? Parce que sur ce marché, parce qu'on est sur un marché, donc quelque chose d'une convention humaine, hein, ça n'a rien de biologique ou de physique, hein, c'est juste une convention humaine, c'est que le prix est fixé par le coût marginal du dernier moyen de production appelé. Le coût
marginal, c'est quoi? C'est celui le plus cher, le gaz. Et c'est lui qui fixe le prix. Parce que rouvrir une centrale à gaz, ouvrir une centrale à charbon, ça coûte très cher par rapport à une renouvelable. Donc c'est lui qui va fixer le prix, puisqu'on a besoin de lui pour équilibrer le marché. Donc voilà ce qui explique. Donc ces cubes, ils n'arrêtent pas de jouer normalement dans l'histoire du marché, mais là, ça vous donne une photo à peu près de ce qui s'est passé en 2022. Alors là, c'est en train de se rééquilibrer avec le gaz, parce qu'on a un hiver doux, on a rempli les tubes, tout va bien, on est tranquillou. Voilà. On peut passer, pardon, le slide d'après. Mais tout ça pour dire qu'en fait, pourquoi on dit hors sol, c'est qu'en même temps, ça ne veut pas dire du tout qu'on a un coût de l'énergie qui est basé sur le coût réel de production. On est sur un coût de l'énergie qui est basé sur le dernier moyen appelé, le coût marginal du dernier moyen appelé pour faire face à la demande. Donc, il y a des écarts énormes. Alors, pourquoi on dit que c'est une rupture? Parce que pour nous, c'est une tendance de long terme. Vous avez le marché, il a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des prix au jour et du jour au lendemain et des prix de livraison à terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et là, vous avez le prix aujourd'hui de janvier 2023 pour une livraison 2027, il est à 120 €. C'est laquelle courbe? C'est la dernière, c'est là où vous avez le petit trait rouge. C'est-à-dire que pour 2027, on voit bien que là, on a une tendance pour les livraisons à terme de baisse du marché. On était à 50 €, on reste encore en 2027 pratiquement 3 fois plus cher que ce qu'on était en 2019. 2019-2020. Parce qu'en 2020, le prix de l'énergie avait baissé. Parce que Covid, on avait tout arrêté. Donc, il y avait presque une surproduction, je vais dire, d'énergie. Donc, en fait, on voit bien qu'on est sur une tendance long terme et qu'il va y avoir des soubresauts. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir sur les marchés des prix négatifs de l'énergie, ce n'est pas le problème. Il y aura des prix négatifs à un moment donné. Mais la tendance de fond, c'est de rester sur un niveau quand même qui va être triple par rapport à ce qu'on a connu avant. Oui. Juste, je ne comprends pas les 3 courbes. En fait, c'est des années de livraison différentes. C'est-à-dire que moi, là, si j'achète aujourd'hui, en janvier 2023, si j'achetais de l'énergie qui me sera livrée en 2027, je la paye 120 € du mégawattheure. D'accord. Voilà. Et si je l'achète en 2024, je vois qu'elle est pratiquement à 160 ou 180 mégawattheures. Ok. Voilà. Parce que l'énergie ne se stocke pas. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer dans le système de comment ça fonctionne. Parce que, si vous voulez, il y a des vidéos sur YouTube. Alors, nous, ce qui est génial, c'est qu'on est une coopérative. On a notre propre plateforme, j'allais dire, de réseau social qui s'appelle Le Village chez NERCOP. Et donc, on met à disposition de nos sociétaires en fait tous les éléments qui leur permettent de comprendre comment tout fonctionne de manière très transparente. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a des YouTubers qui aussi sont emparés de la question énergétique depuis la crise et qui ont fait des vidéos qui ont très bien vulgarisé, qui se sont même trompés dans la vulgarisation et qui reviennent sur quoi ils sont trompés. Ouais, je peux donner des références, voilà. Si on peut passer. Alors ça, c'est le constat. Et puis, il y a un autre constat que j'ai rajouté un peu ce matin, vite fait, ça date d'hier. Hein. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui, météo, avec un bel anticyclone. C'est super, on est content, il fait beau. Sauf que maintenant, il va falloir peut-être changer la manière dont on va interpréter il fait beau. D'accord? Parce que il fait beau, c'est du soleil. D'accord? Il ne pleut pas. Et généralement, il n'y a pas de vent. Et les températures sont douces. Donc, ça veut dire sécheresse. Pas d'éolien, pas d'hydraulique, biodiversité en danger et température élevée, même pour nous. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, au-delà des mécaniques de marché, du coût marginal, de l'énergie, etc., il y a aussi à prendre en compte les aléas climatiques qui s'ancrent vraiment dans le quotidien. Il y a aussi les aléas géopolitiques, les tensions internationales, mais aussi la raréfaction des ressources de fait. À un moment donné, on va avoir des problèmes pour aller chercher tout ce qu'on extrait de la Terre. Surtout qu'elles ne sont pas situées forcément à proximité de chez nous. C'est dans d'autres pays, si on pense à l'uranium, par exemple. Et donc, on a aussi la question des réfugiés climatiques, déjà prégnante, mais qui va s'intensifier. Bon, la liste, elle peut être longue. Hein. Tout ça pour dire que l'énergie, elle n'est pas, c'est pas qu'une question technique, c'est bien plus compliqué que ça. C'est un peu d'ailleurs son idée, des enjeux de diversité humaine, etc. Si tu peux vite passer, parce qu'on doit avancer. Oui. Donc rapidement, ça on va le passer, parce que c'était la chaîne de la ressource, on va passer ça. Juste pour caricaturer, donc vous avez beaucoup entendu parler de sobriété, d'accord?
C'est ça. Voilà, c'est des choses qui sont dites depuis 15 ans, 20 ans par certains, mais qui d'un coup est venu dans la bouche du gouvernement. Alors, attention, c'est le gouvernement. Donc là, c'est une petite caricature, mais effectivement, il y a du bon sens dans l'usage de l'énergie. Et il faut qu'on revoie en fait toute notre conception de la production et des usages de l'énergie. Effectivement, si j'ai des panneaux solaires, je vais plutôt mettre ma machine à laver quand il y a du soleil que la nuit, et qu'en fait, ces conceptions d'heure pleine, heure creuse n'ont aucun sens, si ce n'est de correspondre à des logiques économiques ou on va dire, de talons de production d'énergie nucléaire. Je peux passer, parce que je ne vais pas détailler. Celle-là, il faudrait encore la modifier légèrement, parce que ça fait aussi comment dire, climatiseur. Oui, climatiseur. Parce que vous pouvez la mettre l'été, ça fait climatiseur aussi. Juste pour, je ne vais pas le détailler, mais du coup, il y a une démarche très forte, et notamment d'ailleurs pour le bâtiment, etc. C'est la démarche mégawatt, et NERCOP s'inscrit totalement dans ce scénario-là. C'est la sobriété, donc vraiment prioriser les besoins énergétiques essentiels, de quoi j'ai vraiment besoin. Ensuite, c'est l'efficacité énergétique. Donc ça, ouais. Non, mais tu peux le mettre, voilà, sobriété. Voilà. Vas-y, tu peux passer d'ailleurs. Comme ça, on va voir. Donc, sobriété, dimensionnelle, parce que pour les SUV. Vas-y, tu peux passer. Sobriété d'usage. Et les sobriétés, ce qu'on appelle aussi coopératives. Parce qu'en fait, finalement, nos modes d'organisation et de travail ont un impact aussi en termes de sobriété. C'est vraiment important à le prendre en compte. Là aussi, on peut mettre des climatiseurs à fond les ballons dans le bâtiment, il n'y a pas de problème. Donc, je peux passer aussi. Donc, l'efficacité, c'est quoi? Justement, c'est sur la construction. Qu'est-ce que je vais mettre comme énergie, l'optimisation énergétique lors de ma construction. Ensuite, on va voir l'utilisation, donc l'isolation, le passif, etc. Et tu peux aller jusqu'à l'efficacité des appareillages. Donc là, c'est vraiment la dernière chose. C'est éviter, évidemment, si j'ai fait tous ces efforts, d'aller prendre des choses qui consomment de l'énergie à outrance. Et enfin, l'efficacité du système productif, c'est toujours pareil. C'est comment on va produire cette énergie primaire. Je vous rappelle que l'énergie primaire, c'est vraiment l'extraction. C'est là où il y a le plus d'impact social, environnemental. C'est quand on va creuser dans la mine pour aller chercher du cuivre ou autre. Rapidement aussi, le troisième pilier du scénario négawatt, c'est il faut développer ensuite, après tout ça, développer les énergies renouvelables. Et là, c'est juste pour vous montrer la capacité de l'énergie solaire reçue par la Terre entière, c'est le grand cube. D'accord. Et la totale de consommation annuelle de l'énergie sur Terre, c'est le petit cube tout en bas à droite. Tout en bas, en bas. Voilà. Là, c'est ce qu'on consomme. Et le grand cube jaune, c'est ce que nous envoie le Soleil. D'accord. Et tout le reste, c'est les autres énergies. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un potentiel ou des choses qui sont un peu bizarroïdes dans les mêmes si on n'utilise pas tout, qu'on allait chercher quand même des technos voilà. Il y a une partie qui est valorisée par le vivant quand même. Tout à fait, oui. On est vivant aussi. On fait partie aussi du vivant. Voilà. Pardon, mais la limite, elle n'est pas tant au niveau du Soleil, elle est au niveau des capteurs qu'on a, qui sont des matières qui ne sont pas infinies. Alors, qui seront de panneaux solaires, ça se renouvelle. Ça se recycle, oui, à 80. C'est le cadre qui est pas. C'est ce qui se recycle. C'est 90%, c'est le cadre qui est l'aluminium, le verre, c'est une plaque de verre. Et en fait, ce qui se recycle le moins, on va dire les 5% de moins, c'est un peu le circuit silicium et encore, il arrive. Et c'est ça qui. Mais c'est quand même des matériaux qui ont 40 ans de vie, cycle de vie, minimum. Nous, nos parcs solaires, c'est 30 ans, les cycles de vie, c'est 30 ans minimum. Mais vous avez raison, c'est-à-dire, après, c'est utilisé pour le thermosolaire, pour chauffer l'eau, il y a d'autres manières d'utiliser que de faire l'électricité. Ça peut être utilisé pour faire les fours, les fours solaires, etc. Aujourd'hui, il y a des startups qui se montent et qui cartonnent sur des matériaux à base d'énergie solaire. Pour recharger son portable, faire du feu, faire des fours. Enfin, bref, il y a de tout. La Startup Nation. Alors, en fait, les nouveaux modèles, c'est quoi? C'est Power to the People. C'est-à-dire qu'en fait, ça y est, là, je pense que les gens ont compris qu'il fallait qu'ils s'intéressent à la question de l'énergie et qu'ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient agir. Ils n'étaient pas, en fait, dans l'attentisme de toute attente de l'État, tel que ça a été, en fait, depuis l'après-guerre et les programmes électronucléaires. Donc, fin de culture atomique, des systèmes centralisés opaques, vers un système décentralisé. En fait, non, l'énergie, on peut la produire partout. On peut la produire chez le voisin, sur mon toit, en campagne, en milieu urbain, etc. On n'est plus des consommateurs passifs. On a une action en tant que consommateur. Je peux choisir quoi consommer comme énergie et influer du coup
à la fois les usages, les choix, enfin les investissements, etc. Nucléaire fossile vers des technologies d'énergie renouvelable qui sont beaucoup plus simples. C'est très très simple, peu coûteux. C'est pour ça que les citoyens en fait arrivent à monter eux-mêmes des parcs éoliens, des parcs solaires ou autres, parce qu'en fait, aller monter une centrale nucléaire, un citoyen, c'est un peu compliqué. Par contre, vous avez 300 projets en France qui sont détenus par des citoyens qui ont monté leur propre éoliennes, etc. Mais des grandes éoliennes, hein, je parle. Bref, les ENR aussi. Alors, on quitte l'abondance bon marché, mais vraiment, et on va vers la sobriété, l'efficacité, etc., et le défi climatique. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui, puisque, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il y a une concertation sur le mix énergétique français. Avec qui? L'État fait une concertation. Entre lui? Alors, en même temps qu'il fait une concertation, il y a un an, le président a annoncé le relancement du nucléaire. Ouais. Il fait une concertation sur le mix énergétique en France. En même temps, la loi pluriannuelle de l'énergie a été déjà votée. Hein. On a revoté une loi sur les énergies renouvelables, mais il fait quand même une concertation. Et là, il vient de redire, vous verrez dans la presse, hein, ils ont déjà planifié ce qu'ils vont faire dans le nucléaire, voilà, alors que la concertation n'est pas finie. Donc en fait, on refait une espèce de bouli-bouga. Et je voulais juste dire que quand même, les ENR ont un impact environnemental faible, contrairement à tous les préjugés qu'on pourrait en débattre s'il y a des questions, et surtout que l'énergie propre n'existe pas. Voilà, la voiture verte, la voiture propre, les téléphones propres, tout ça, ça n'existe pas. Tout a un impact. Voilà, maintenant, il faut savoir quel impact et pourquoi on le fait. Je ne sais plus ce qu'il y avait derrière. On va passer tout ça. C'était juste pour vous montrer des choses. C'est qu'aujourd'hui, ça, c'est un projet voilà, qui est à 30 km de Toulouse. C'est une éolienne portée par un collectif citoyen du côté de Sainte-Gabelle. Cette éolienne, je n'ai pas le droit de sourire, donc va appartenir en termes capitalistiques au territoire, donc elle va être gouvernée par le territoire, et donc vont choisir quelle valorisation de l'énergie ils vont faire. Et on va produire le gisement de vent et sur le territoire, on va faire de l'énergie, mais pourquoi faire? Pour qui? Et donc, ils ont dit, aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles qui font qu'on peut vendre cette énergie localement, prioritairement. C'est-à-dire que cette énergie, je vais pouvoir la destiner à la puissance publique locale, à des consommateurs locaux, via des systèmes de gestion de données, des montages juridiques, etc. Mais c'est possible. Avant, ce schéma n'existait pas, parce que vous produisez, vous vendez au marché. Et puis après, le marché fait son business. Mais avec la crise qu'on a vécue, les collectivités locales qui sont impactées par les projets, les infrastructures, parce qu'une éolienne, c'est la caricature, mais c'est quand même impactant. C'est visuellement, c'est un chantier, c'est un gros truc. C'est comme beau. Non, mais c'est pas le problème de c'est beau, pas beau. C'est juste que ça a un impact réel. Et donc, il y a un impact politique, d'acceptation sociale, etc. Et puis, ils voient les éoliennes tourner sur leur territoire, les collectivités. Ces éoliennes appartiennent en majorité à des fonds de pension ou des multinationales aux oligopoles. Et puis, de l'autre côté, la collectivité reçoit sa facture. Elle dit, maintenant, je ne comprends pas, là. Moi, en face, j'ai des éoliennes sur mon territoire qui produisent une énergie, et moi, ça triple de mon côté. Mais le coût de production de l'éolien, il le connaît. Pourquoi je ne peux pas bénéficier du coût direct? Voilà. Donc, en fait, la valeur du kilowattheure local commence à faire sens aussi. C'est pour ça qu'on parle d'autoconsommation, c'est-à-dire le circuit tout court, c'est je produis sur mon toit et je consomme pour mes usages. Donc, ça permet de détourner le cycle plus marginal. Exactement. Alors, ce n'est pas de l'autarcie, c'est de l'autoconsommation, c'est-à-dire ça va permettre de répondre à une partie de mes besoins, individuels ou en collectif. Donc, je peux partager aussi avec mes voisins. Ça se fait aujourd'hui, on a les premières AMAP de citoyens qui, au niveau d'un quartier, il y a quelqu'un qui produit une énergie et au lieu de la revendre, ce qu'il n'utilise pas, il le donne, il partage avec ses voisins. Donc, il y a une notion de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc, il y a plein de nouveaux modèles, de nouveaux usages. Et tout ça, c'est un bouleversement culturel. Et on peut, du coup, l'extrapoler sur la question des collectivités, mais aussi des entreprises, qui elles-mêmes se disent, mais en fait, il faudrait que je produise l'énergie dont j'ai besoin, et pourquoi pas, en fait, je peux la partager à l'échelle d'une ZAC, etc. En Midi-Pyrénées, on a une expertise là-dessus. On a notamment fait une des 10 premières opérations de ce type en France, en 2018. On a le premier parc solaire au sol en France dont l'entièreté de l'énergie produite dans le Tarn est vendue localement, à moins de 2 km. Et on accompagne de plus en plus de collectivités, parce que depuis il y a eu la crise, cette rupture, qui fait que, hop, voilà. Mais du coup, ça demande aussi des adaptations législatives, parce que la commande publique ne permet pas ça. La loi européenne, donc, voilà, tout ça, c'est aussi
des bouleversements, des changements juridiques, de modèles économiques, patati patata. Mais voilà, il faut juste reprendre le pouvoir là-dessus et savoir que tout un chacun, à l'échelle citoyenne ou à l'échelle de son collectif, de sa collectivité, si vous êtes élu, etc., de pouvoir agir. C'est surtout ça qu'il faut entendre. C'est pas juste subir. De loi, du coup, ils le font un petit peu en dehors des lois, les collectivités là, qui vont s'équiper, produire leur propre énergie. Ça, c'est possible. Et ils le font, il n'y a pas, c'est pas. Il n'y a pas de loi qui permet de le faire finalement, parce que normalement. Si. Ah, il y en a plein qui font. Si.